Point d'orgue. Une émission proposée par Jean Percy. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans Point d'orgue, votre rendez-vous de musique sacrée. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro consacré aux merveilles du répertoire. Et aujourd'hui, nous allons entamer un nouveau cycle autour de l'école française d'orgue. Le terrain est si vaste que je vais vous proposer ça sur 3 émissions. Et aujourd'hui, nous allons plonger dans l'âge classique du règne de Louis XIV jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, un moment où l'orgue devient un symbole de prestige, un instrument de liturgie et un terrain de virtuosité. Alors pour comprendre pleinement l'école française de l'orgue classique, il faut revenir à son contexte. Maintenant, vous le savez, la France et surtout Paris est une puissance artistique de premier plan. L'orgue n'est pas seulement un instrument liturgique, il est aussi un outil politique, un marqueur de prestige et un objet de fascination. Sous Louis XIV, la musique occupe une place centrale dans la mise en scène du pouvoir, tout comme toute la vie du monarque d'ailleurs. Si la cour encourage surtout la musique de Lully, elle n'oublie pas les organistes, loin s'en faut. Les grandes églises de Paris deviennent des lieux de visibilité pour les musiciens. Y obtenir un poste, c'est bénéficier d'une reconnaissance sociale importante et bien sûr cela permet de lancer des carrières. Alors vous avez certains organistes comme Marchand, Balbastre, la famille Couperin qui acquièrent une véritable renommée publique. Le roi, les princes et les institutions religieuses financent la construction ou même l'agrandissement d'orgues dans tout le royaume. Et la monarchie va imposer également un certain goût, c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui, la régularité, la clarté, l'équilibre qui contribuent à homogénéiser ce qu'on va appeler le style français. Mais quand on parle de style français, de cette esthétique si particulière, il y a bien entendu un art de la couleur derrière. Et la spécificité de cette école repose en grande partie sur sa facture d'orgue. On a pour cela des grandes dynasties comme les Clicquot, les Thierry ou les Dallery, et la France va inventer une esthétique sonore unique fondée sur la couleur et sur la rhétorique. Alors je vais vous en donner quelques traits caractéristiques, notamment des fonds. Alors les fonds, qu'est-ce que c'est ? Ce sont ces jeux, la montre, le bourdon, la flûte, qui font presque comme s'il s'agissait du fond de l'orchestre, vous savez, les cordes de l'orchestre. Eh bien ces fonds ont un timbre majestueux, chantant, parfaitement équilibré, pendant que les anches, vous savez, les trompettes et les clairons, elles, sont pensées pour projeter, dialoguer entre les claviers et jouer avec l'espace. Il y a également un jeu qui est très spécifique de cette esthétique, c'est le cornet, véritable joyau du récit français, idéal pour les lignes expressives. Et il y a beaucoup de différences entre la sonorité des claviers, le grand orgue pour la masse, le positif pour la vivacité, le récit et l'écho pour les effets solistes et beaucoup plus lointains. Alors tout cela contribue à un jeu très théâtral, presque oratoire. Le musicien y exprime la parole liturgique autant qu'il la sonorise. Chaque registration devient un choix narratif. Et effectivement, on peut penser à une pièce de théâtre avec toutes ces esthétiques, avec ces protagonistes qui se répondent. Et alors, afin d'aller un petit peu plus loin dans cette thématique de l'esthétique, je voulais comparer, alors on reste dans la théorie, veuillez m'en excuser, mais je pense que c'est assez important parce que dans l'imaginaire collectif, quand on parle de musique baroque et d'orgue, on pense beaucoup à l'Allemagne, on pense beaucoup à Buxtehude et à Jean-Sébastien Bach, donc quand on parle d'orgue, il y a une sonorité, une esthétique sonore qui nous vient beaucoup à l'esprit avec cette façon allemande de faire, c'est-à-dire que les instruments sont beaucoup plus massifs et beaucoup plus polyphoniques, les mixtures sont beaucoup plus fournies, l'orgue est un lieu par excellence du contrepoint car la musique est structurée par la fugue, l'ornementation luthérienne autour des chorales et une harmonie rigoureuse. En France, les choses sont très différentes. On va privilégier l'articulation, l'élocution, le caractère, et les pièces sont souvent beaucoup plus descriptives. Plein jeu, grand jeu, récit, duo, etc. La registration, ça je vous l'ai dit, fait partie intégrante de l'écriture, et le discours est davantage rhétorique que strictement contrapuntique. Et c'est cette différence qui est essentielle pour comprendre les œuvres de Marchand, de Grigny ou de Daquin que nous allons écouter dans un instant. Leur musique n'a pas pour but d'impressionner par la densité, mais par la clarté, l'expressivité et la richesse des couleurs. Alors maintenant que le décor est planté,
Pardonnez-moi pour cette introduction un peu longue, mais on va écouter certains des plus grands représentants de cette école française en musique, et on va commencer par le grand seigneur, j'ai nommé Louis Marchand. Alors, Louis Marchand, il est né à Lyon en 1669 et il est mort à Paris en 1732. C'est un compositeur absolument exceptionnel, un improvisateur redouté et probablement l'un des tempéraments les plus explosifs de toute l'histoire de la tribune française. Je vais vous en donner quelques exemples. Marchand fait carrière très jeune, à seulement 20 ans. Alors il faut dire qu'il est également un peu intriguant. Il obtient le prestigieux poste d'organiste de la cathédrale de Nevers et quelques années plus tard, en 1707, il atteint le sommet, le Graal, organiste du roi à la chapelle royale, le rêve de tous les musiciens de l'époque. Il est tellement boulimique de renommée qu'il est également titulaire de certaines des grandes tribunes majeures à Paris, notamment Saint-Benoît-le-Bétourné, l'église des Cordeliers, et surtout Saint-Honoré, où sa réputation d'improvisateur attire des foules immenses. Côté œuvre, Marchand nous laisse des livres d'orgue d'une grande vitalité, portés par des contrastes spectaculaires, des dialogues, des offertoires, et bien sûr ce fameux grand jeu en ut majeur, l'une de ses pages les plus éclatantes que nous allons écouter. Mais Marchand, je vous le disais, avait aussi le caractère d'un dramaturge, colérique, imprévisible, souvent en conflit avec ses employeurs. Alors j'ai quelques anecdotes là-dessus, et ça va jusqu'à la cour du roi. Vraiment, c'était un personnage haut en couleur. Alors sa femme notamment, il avait beaucoup de disputes avec sa femme, et elle lui prenait la moitié de son argent, et alors un jour, lors de la messe, à Versailles, eh bien au milieu de l'office, il est parti au milieu, décrétant que puisqu'il ne touchait que la moitié de ce qu'il gagnait, eh bien il arrêterait de jouer la messe en son milieu. Une autre fois, alors c'est dire ce à quel point il pouvait aller loin, le roi, le monarque, lui fait une remarque sur ses mains, une remarque anatomique, et la main du musicien a fini dans l'oreille du roi. Donc tout ça pour dire que c'était quelqu'un qui était extrêmement colérique. Suite à cet épisode, on lui a conseillé d'aller un petit peu à la campagne, mais le roi Louis XIV a toujours conservé pour lui une grande affection. Et il y a une dernière anecdote qui est extrêmement célèbre. Elle n'est pas... on doute de sa véracité, mais quand même, elle donne à comprendre quel pouvait être ce personnage-là. Il aurait voulu affronter Bach lors d'une joute d'improvisation et ayant entendu le compositeur, il aurait pris la fuite. Alors ça peut être pris comme un petit peu de lâcheté ou au contraire le fait qu'on pouvait ne pas se mettre tout à fait d'accord sur ses esthétiques, bien que le maître de Leipzig, lui, était très admiratif du jeu français. On va y revenir. Alors on va maintenant écouter ce grand jeu, un pur concentré de théâtralité française. Voici la musique de Louis Marchand.
L'explosion sonore que vous venez d'entendre résume à elle seule bien Marchand, brillant, impétueux, impossible à ignorer. Et maintenant que nous sommes bien installés dans ce siècle classique français, eh bien nous allons découvrir l'un des autres grands compositeurs de cette période, Nicolas de Grigny, qui est né en 1672 et mort en 1703. Il est mort à seulement 31 ans, une carrière foudroyée mais un chef-d'œuvre qui a traversé les siècles. Il est issu d'une famille de musiciens formés probablement à Paris et il devient très jeune organiste titulaire de la cathédrale Notre-Dame de Reims où il officie jusqu'à sa mort. Sa vie, discrète et sans éclat, contraste totalement avec celle de Marchand. J'ai pas d'anecdote flamboyante, pas de scandale, mais un vrai travail d'orfèvre d'une qualité exceptionnelle à vous présenter. En 1699, il publie son livre d'orgue, une œuvre absolument unique dans l'école française. 5 grands hymnes liturgiques, dont le Veni Creator, que nous allons écouter, enfin seulement une petite partie, une messe solennelle, un langage harmonique riche et parfois audacieux, et également une écriture profondément liturgique. Ce livre passe presque inaperçu en France, mais en Allemagne, il provoque l'admiration. Bach et Krebs en recopient chaque page à la main, un geste rarissime et révélateur de son influence. Alors le Veni Creator que nous allons entendre montre toute la noblesse de la ligne, la densité du plein jeu et un équilibre presque architectural. Grigny, vous allez le comprendre, c'est l'âme intérieure, la contemplation, et nous allons découvrir le début de son Veni Creator. Vous allez entendre le thème grégorien joué à la pédale en taille avec les anches. Là aussi, cela montre toute l'étendue du génie de ce compositeur. Vous l'avez compris, avec Grigny, c'est un souffle noble et grave qui est le versant le plus spirituel de l'école française, qui encore aujourd'hui inspire les plus grands organistes du monde. Et pour terminer ce tour des grands compositeurs de la période classique, eh bien, il était difficile de ne pas parler de Louis-Claude d'Aquin, né en 1694 et mort en 1772. C'est un tout autre personnage, un prodige absolu.
À 6 ans, il joue devant le roi, à 12 ans, il dirige son premier motet à la cour, et à l'âge adulte, il tient 2 des tribunes les plus prestigieuses de Paris, la Sainte-Chapelle et surtout Notre-Dame de Paris, où sa célébrité attire les foules. Daquin est d'une virtuosité absolument phénoménale, on le compare souvent à François Couperin pour son élégance, mais lui a une énergie presque acrobatique. On le dit capable d'improviser pendant des heures sans se répéter. Ses œuvres les plus connues sont ses Noëls pour orgue publiés en 1757. C'est une série de variations brillantes fondées sur des mélodies populaires mêlant virtuosité française et inventivité rythmique très personnelle. Le Noël 6 que nous allons entendre en est un parfait exemple. Vous allez voir des ornements ciselés, des dialogues entre les claviers, des couleurs vives, un mélange de naïveté populaire et de sophistication musicale.
Et c'est donc avec d'Aquin que l'école française atteint son versant le plus lumineux, le plus public, presque jubilatoire. Vous l'avez compris, 3 compositeurs, 3 personnalités, 3 mondes, Marchand, le flamboyant, Grégnier, le spirituel, et d'Aquin, le virtuose éclatant. Chacun révèle une facette du génie français de cette époque, élégance, rhétorique, dialogue et couleur. Écouter leurs œuvres, c'est comprendre pourquoi l'orgue français classique reste encore aujourd'hui une référence de style et de sonorité. Mesdames et messieurs, j'espère que ce voyage dans l'école française de l'orgue vous a plu. La semaine prochaine, nous allons poursuivre sur cette route avec le fameux 19e siècle français et la musique romantique. Je vous retrouve la semaine prochaine pour en parler. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt sur Point d'orgue.